Cela fait maintenant plus de 10 ans que le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu sans laisser de traces, devenant l'un des plus grands mystères de l'aviation. Avec si peu de preuves matérielles, d'innombrables théories ont émergé pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Un incendie à bord, un détournement cybernétique, ou même l'idée que l'avion aurait traversé un trou de verre. Mais derrière chaque théorie se cache une question essentielle. Que savons-nous réellement et qu'est-ce qui relève de la pure spéculation ? Dans cette vidéo, nous allons passer en revue certaines des théories les plus discutées autour du MH370 et voir si elles résistent réellement aux faits. Avec autant d'hypothèses, il est impossible de toutes les aborder en une seule vidéo. Mais certaines se distinguent par les éléments qui les étayent. La première, et l'une des plus débattues, est celle d'un détournement volontaire de l'avion par le commandant de bord la nuit de la disparition. Les premiers indices remontent à avant même le décollage. La veille du vol, les bouteilles d'oxygène personnelles du commandant Zahari Ahmad Shah avaient été remplies. Ces réservoirs offraient à l'équipage une autonomie bien plus longue que les 15 minutes d'oxygène prévues pour les passagers en cas d'urgence. Bien que ce remplissage fasse partie des procédures de sécurité normales, son timing a éveillé des soupçons, alimentant l'idée qu'il aurait pu anticiper une dépressurisation ou préparer un acte délibéré. Du décollage jusqu'au moment où le MH370 disparaît, tout semble normal, ou presque. À 1h07 et 55 secondes, une transmission du commandant Zahari à la tour de contrôle attire l'attention. 10 minutes plus tôt, il avait reçu l'instruction de monter au niveau de vol 350, soit 35 000 pieds. Malaysian 370, climb flight level 350. 370, maintaining level 350. Pourtant, sans qu'on le lui demande, il confirme à nouveau son altitude. 370, maintaining level 350. Une légère entorse au protocole, mais que les analystes en aviation continuent de souligner. Durant ces 6 minutes cruciales, certains pensent que le commandant aurait verrouillé le copilote hors du cockpit. La porte renforcée, installée après le 11 septembre pour empêcher toute intrusion, aurait rendu impossible toute tentative de retour à l'intérieur une fois fermée. Cela pourrait expliquer pourquoi la radio est restée sans réponse et pourquoi Zahari a ressenti le besoin de confirmer son altitude. 370, maintaining level 350. Un précédent tragique illustre ce scénario. Le vol Germanwings 9525 en 2015. Après une courte absence du commandant, le copilote avait verrouillé la porte et engagé une descente contrôlée vers les Alpes françaises, laissant l'équipage et les passagers totalement impuissants. À l'approche du point de navigation Igari, il est supposé que Zahari Ahmad Shah a coupé le transpondeur, dépressurisé la cabine et effectué un demi-tour manuel en direction de la péninsule malaise. Une manœuvre que les enquêteurs estiment impossible à réaliser de cette façon avec le pilote automatique. Le demi-tour est déjà étrange en soi, mais son timing l'est encore plus. Il a lieu précisément lors du transfert de contrôle entre les autorités aériennes malaisiennes et vietnamiennes, un moment où l'avion était moins surveillé. De plus, la nouvelle trajectoire longeait de très près l'espace aérien militaire thaïlandais, sans jamais y pénétrer, comme si l'appareil cherchait délibérément à éviter toute détection. Le MH370 disparaît des radars civils à 1h21. Toutefois, les radars militaires malaisiens continuent de le suivre pendant près d'1 heure. Avant qu'il ne vire vers le nord en direction du détroit de Malacca, un événement troublant se produit. À 1h52, le téléphone portable du copilote Farik Abdulhamid se connecte brièvement à une antenne relais à Penang. Aucun appel n'est passé, mais pour qu'une telle connexion ait lieu, l'avion aurait probablement volé à moins de 10 000 pieds d'altitude. Cette descente a conduit certains à envisager une perte de pressurisation ou un problème électrique à bord. D'autres enquêteurs suggèrent que le copilote aurait tenté d'utiliser son téléphone près d'un hublot après avoir perdu l'accès au cockpit, soulignant une fois encore le caractère inhabituel et intentionnel des événements à ce moment critique du vol. Certains avancent également que le virage au-dessus de Penang aurait été prémédité, puisque la ville est celle où le commandant a grandi. Vers 2h22, le MH370 est détecté pour la dernière fois par les radars militaires près de Pulau Perak, dans le détroit de Malacca,
avant de disparaître complètement. À partir de là, la seule source d'information restante provient du système SATCOM de l'appareil, qui envoie périodiquement des handshakes électroniques à un satellite Inmarsat, situé à environ 35 000 km au-dessus de la Terre. Et c'est ici que l'affaire devient encore plus troublante. Peu avant l'envoi de son dernier message ACARS à 1h07, un système qui transmet automatiquement des données de vol comme la position, la vitesse et l'altitude, le système SATCOM du MH370 s'éteint mystérieusement. Il reste inactif jusqu'à ce qu'il effectue une reconnexion complète à 2h25. C'est extrêmement inhabituel. Normalement, ce système reste alimenté pendant toute la durée du vol. Le SATCOM dépend d'une alimentation électrique continue et une coupure soudaine peut indiquer une interruption majeure. Fait intéressant, si le système est coupé manuellement depuis le cockpit, un signal est envoyé au satellite pour indiquer un arrêt volontaire, une trace que Zahari aurait pu chercher à éviter. Même si l'avion pouvait continuer à voler sans alimentation complète, cela n'était pas sans risque. Des systèmes critiques, comme les ventilateurs refroidissant les ordinateurs du cockpit, dépendent d'une puissance électrique totale. Une surchauffe aurait pu devenir un problème sérieux. Les enquêteurs pensent que Zahari aurait pu rétablir l'alimentation après avoir coupé le SATCOM, afin d'éviter une panne grave, sans se rendre compte que cela provoquerait une reconnexion automatique au satellite. Cela expliquerait pourquoi le système est resté silencieux, puis s'est reconnecté, tandis que le MH370 poursuivait sa trajectoire énigmatique vers le sud de l'océan Indien. Les investigations se sont ensuite penchées sur le simulateur de vol personnel du commandant, visible sur sa chaîne YouTube. Des données récupérées sur un disque dur effacé ont révélé des routes correspondant au MH370, avec 7 coordonnées traversant Kuala Lumpur, le détroit de Malacca, la baie du Bengale et le sud de l'océan Indien. Ces données avaient été enregistrées 1 mois avant le vol, mais il est impossible de savoir si tous les points proviennent d'une seule session. Certains experts estiment que ces trajectoires pourraient correspondre au vol MH150, un trajet régulier entre Kuala Lumpur et Jeddah, effectué par Zahari le 4 février 2014. Si c'est le cas, ces données seraient sans lien avec le MH370, ou bien elles pourraient indiquer qu'il envisageait initialement une autre route, avant de basculer vers le MH370, soulevant encore plus de questions. Une enquête approfondie sur sa vie privée n'a révélé aucun problème financier ou psychologique notable. Il a toutefois été établi que Zahari soutenait le leader de l'opposition Anwar Ibrahim. Aucune preuve n'indique cependant que ses convictions politiques aient eu un lien direct avec la disparition de l'avion. Bien que beaucoup considèrent le détournement volontaire par le commandant comme l'explication la plus crédible, d'autres estiment que la réponse se trouve peut-être dans le cockpit. Si le commandant n'était pas responsable, alors qui l'était ? C'est là que les théories deviennent bien plus spectaculaires. L'enquêteur indépendant Jeff Wise, intervenant dans le documentaire Netflix MH370, l'avion qui a disparu, avance une hypothèse controversée. Selon lui, des agents russes auraient pris le contrôle de l'appareil en accédant à la baie avionique par une trappe située à l'avant de la cabine, leur permettant de détourner le MH370 vers le nord plutôt que vers le sud. Selon les données Inmarsat de l'enquête initiale, le MH370 aurait pourtant volé vers le sud de l'océan Indien, après son dernier virage vers les îles Andaman, envoyant plusieurs handshakes jusqu'à épuisement du carburant. Jeff Wise suggère cependant qu'une manipulation du système satellite aurait pu falsifier ces signaux, faisant croire à une trajectoire sud, alors que l'avion aurait en réalité volé vers le nord, en direction du Kazakhstan. Il cite le redémarrage inhabituel du système comme indice d'un jeu de données potentiellement compromis. Mais une question clé demeure. Peut-on réellement piloter un Boeing 777 depuis la baie avionique ? Cet espace, situé sous la cabine de première classe, abrite des systèmes critiques, mais ne contient ni commande de vol, ni manette de gaz, ni gouverne. Les ingénieurs aéronautiques soulignent que, malgré les spéculations, le système Flywire du 777 rend un tel contrôle extrêmement improbable, sans accès au cockpit. Pour approfondir cette piste, Jeff Wise a consulté Mohd Fouad Shahrooji, directeur de crise pour les vols MH370 et MH17. Shahrooji a confirmé qu'il est possible de désactiver le transpondeur et les communications depuis la baie avionique, mais qu'il est impossible d'y piloter l'avion. Il a toutefois précisé ne pas être expert en aviation, laissant une légère zone d'incertitude. Dans l'ensemble,
le contrôle de l'appareil depuis la baie électronique reste hautement improbable, affaiblissant considérablement l'hypothèse de la route nord. L'enquête officielle a conclu que le MH370 avait volé quelque part le long du 7e arc, une ligne de position possible basée sur le dernier contact satellite. Cet arc s'étend de l'Asie centrale au sud de l'océan Indien. Même si une route nord est théoriquement possible, les données Doppler, les performances de l'appareil, les contraintes de carburant et les débris retrouvés, notamment le flaperon découvert à La Réunion en 2015, soutiennent fortement une trajectoire sud. Si l'on met de côté ces éléments, un vol vers le nord reste hautement improbable. L'avion aurait dû traverser les espaces aériens de plusieurs pays, dont l'Inde et la Chine, rendant une détection presque inévitable. Et même s'il avait atteint le Kazakhstan, une question fondamentale demeure. Pourquoi ? Pourquoi la Russie, ou qui que ce soit, détournerait un avion sans jamais revendiquer l'acte ? Sans preuve ni mobile clair, la théorie de Jeff Wise reste exactement cela, une théorie. Si la route nord pousse déjà les limites du crédible, la théorie suivante les dépasse complètement. L'enquêteur indépendant Ashton Forbes affirme que le MH370 n'a pas simplement disparu. Il aurait été capturé, et des images divulguées montreraient ses derniers instants. Forbes soutient que la vidéo aurait été filmée par un drone MQ-9 Reaper, positionné à environ 6000 mètres au-dessus du MH370. Dans un coin de l'image apparaît l'étiquette NROL 22, aussi connue sous le nom USA 184, un satellite de renseignement américain que Forbes pense être impliqué dans la capture ou la transmission des images. Dans la vidéo, 3 objets semblent tourner autour de l'avion. Forbes les décrit comme des orbes utilisant le magnétisme pour se verrouiller sur l'appareil. Une fois ce verrouillage achevé, les orbes tournent dans un mouvement vertical et l'avion disparaît dans un flash lumineux. Forbes affirme que ce flash correspondrait au comportement théorique d'un trou de verre, une lumière invisible à l'œil nu. Il soutient également que l'illumination des nuages environnants prouve l'authenticité de la vidéo, ce qui soulève pourtant une contradiction évidente. Une seconde vidéo, en imagerie thermique, est utilisée pour appuyer cette thèse. Le flash y apparaît noir au lieu de blanc, ce que Forbes considère incompatible avec une explosion thermique et plus proche d'un phénomène non conventionnel. Concernant la destination supposée du MH370, Forbes évoque Diego Garcia, une base militaire isolée au cœur de l'océan Indien. Il suggère que l'avion aurait pu être détourné afin de protéger une technologie sensible. À bord se trouvaient 20 employés de Freescale Semiconductor, 12 Malaisiens et 8 Chinois, potentiellement porteurs de technologies critiques. Forbes pense que la vidéo n'a pas été capturée par hasard, mais dans le cadre d'une opération planifiée. Il a contacté Sierra Nevada Corporation, principal développeur du système de surveillance Gorgonster, utilisé sur les drones MQ-9. Selon lui, l'entreprise n'a jamais répondu, a brusquement raccroché à plusieurs reprises et aurait supprimé certaines références publiques à la technologie sur son site. Bien que sa théorie se concentre sur les derniers instants du vol, Forbes estime que la déviation initiale pourrait être liée à un incendie causé par les 221 kg de batterie lithium-ion en soute. 2 témoins affirment avoir vu un avion brillant d'une lueur orange la nuit de la disparition. Mais les distances entre ces témoignages posent de lourdes questions. Pourquoi ces changements de cap successifs ? Et surtout, un avion peut-il réellement voler pendant des heures en feu ? Comme pour la théorie de Jeff Wise, les débris retrouvés contredisent l'idée d'une téléportation. Forbes soutient néanmoins que le fait que tous les débris aient été retrouvés en Afrique et aucun en Australie indiquerait une mise en scène. Beaucoup pensent que l'absence de messages de détresse suggère une dépressurisation brutale, ayant rendu l'équipage incapable, laissant voler l'avion jusqu'à épuisement du carburant, comme lors du vol Helios 522 en 2005. Mais cette théorie du vol fantôme ne tient pas pour le MH370. La trajectoire comporte plusieurs virages et changements d'altitude incompatibles avec un pilotage automatique passif. D'après certains enquêteurs, les seules données fiables concernent la phase initiale du vol, jusqu'à la disparition près d'Igari, et que tout le reste relèverait d'une dissimulation gouvernementale massive. Selon cette hypothèse, le MH370 aurait été abattu lors d'un exercice militaire en mer de Chine méridionale. Bien que théoriquement possible, aucune trace de l'appareil n'a jamais été retrouvée dans cette zone. Après plus de 10 ans, des dizaines de rapports, 2 grandes opérations de recherche sous-marine et plus de 30 débris présumés,
le MH370 demeure un mystère suspendu entre faits, théories et hypothèses. Chaque explication, qu'elle soit technique, humaine ou radicalement autre, révèle à quel point cette disparition est complexe. Il existe des indices d'un détournement contrôlé, des zones d'ombre suggérant une possible intervention extérieure, et des affirmations qui défient les limites de la technologie et de la physique. Plus on examine le MH370, plus il semble piégé dans un paradoxe. Trop de données pour parler d'une simple disparition, mais pas assez pour trancher définitivement. Alors, parmi toutes ces théories, laquelle vous paraît la plus plausible ? Un acte délibéré depuis le cockpit ? Un détournement ? Une défaillance catastrophique ? Ou quelque chose de totalement inconnu ? Dites-le en commentaire, et surtout, expliquez-moi pourquoi. Une chose est sûre, l'histoire n'est pas terminée. Grâce aux avancées technologiques, à une cartographie sonare plus précise et au retour d'opérations privées, l'espoir demeure. Après avoir interrompu les recherches plus tôt cette année, le gouvernement malaisien les a reprises le 30 décembre 2025. Ocean Infinity est déjà de retour sur zone, cette fois pour explorer des secteurs encore jamais sondés. Il y aura évidemment une vidéo dédiée à cette nouvelle recherche. Si vous ne voulez pas la manquer, pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez une vision complète de la disparition du MH370 et des recherches qui ont suivi, je vous recommande vivement ma précédente vidéo sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour la prochaine vidéo.